Lors du dernier TP, nous avons pu travailler pour mettre en évidence les échanges que pouvaient faire les plantes avec le milieu. Vous avez travaillé sur 4 postes différents que vous avez tous observés et à partir des observations, vous avez pu compléter un grand document. Donc nous allons reprendre ici ce document pour voir si vous avez bien porté toutes les informations utiles et je vous propose en parallèle d'ajouter donc certaines notions sur votre feuille de cours. Donc nous sommes dans le grand A, les échanges avec le milieu, et je vous propose d'y ajouter plusieurs sous-parties. Donc la première, permis par des surfaces d'échange de différents types. Donc dans la plante, nous avons plusieurs parties, aériennes ou souterraines, et on va donc analyser un petit peu le rôle de chacune de ces parties. Alors, la première sous-partie, donc mettez un premier tiret, entrée de la lumière et échange avec l'atmosphère. Donc ça concernait sur votre grand poly les postes 2 et 2 bis. Donc j'ai repris ici votre polycopier. Vous allez donc prêter attention au fait que vous n'ayez rien oublié dans tout ce qui est important. Donc moi je vais simplement rajouter quelques commentaires et quelques notions que vous vérifierez, donc qui faire en sorte qu'elles apparaissent bien sur votre feuille. Alors, les postes 2 et 2 bis, vous avez observé ici un épiderme d'une feuille de mâche. Vous avez regardé la face inférieure particulièrement et vous avez vu qu'elle était percée de petits trous. Donc ces petits trous, ce sont ce qu'on appelle des stomates. Les stomates, ce sont des petits orifices qui se situent en nombre plus ou moins important à la surface des feuilles, sur la face inférieure en général. Et grâce aux études de la petite expérience proposée sur papier, vous avez pu constater que ces petits orifices permettaient l'entrée ou la sortie de différentes molécules, comme des molécules gazeuses, par exemple le dioxygène ou le dioxyde de carbone, mais aussi l'eau. Donc les stomates, en fait, sont constitués par des cellules qui ont une forme particulière, qui peuvent s'écarter ou se rapprocher l'une de l'autre et qui vont permettre justement de créer une sorte d'ouverture qui va permettre l'entrée et la sortie de ces différents types de molécules. Donc là, nous étions au niveau des feuilles. Un deuxième point, il y a des échanges qui se font bien sûr, vous le savez, avec le sol. Donc avec le sol, on va parler de tout ce qui concerne plutôt les racines. Donc c'était le poste 4. Donc vous avez pu observer une jeune racine d'une graine de radis qui était germée depuis quelques jours, sur laquelle vous avez observé des longs filaments. Vous les avez observés au microscope. Et vous avez pu, si vous avez réalisé la petite expérience et si vous l'avez réussi, observer le rôle justement de ces petits fils. Alors ces petits filaments, c'est ce qu'on appelle des poils absorbants. Donc on vous proposait ici de les schématiser, tout comme vous aviez pu schématiser ici les cellules stomatiques qui forment le stomate, et d'expliquer un petit peu le rôle. Donc si l'expérience a fonctionné, vous avez mis du rouge neutre sous la lamelle et vous avez pu observer que ce rouge neutre, par la couleur rouge que vous avez pu donc suivre, a pu pénétrer à l'intérieur de la racine grâce justement aux poils absorbants. Donc ces poils absorbants, on va revoir un petit peu leur rôle plus tard, ils ont un rôle vraiment très important puisque c'est eux qui vont permettre au niveau des racines à la plante d'absorber à la fois l'eau et les sels minéraux qui se trouvent au niveau du sol. Donc là, c'est pour parler un petit peu des surfaces d'échange possibles. En deuxième partie, je vous propose de montrer que ces surfaces d'échange, elles sont en fait très grandes. Donc on va voir de la même façon au niveau de la feuille et au niveau des racines. Donc pour montrer ces grandes surfaces d'échange, vous avez travaillé sur les postes 1 et 3. Donc sur le poste 1, avec un logiciel, vous avez pu avoir une estimation de la surface foliaire d'un plan de mâche, c'est-à-dire que vous avez pris toutes les petites feuilles du plan de mâche, vous les avez mises à plat et vous avez fait un petit calcul avec le logiciel pour estimer la surface totale de ces feuilles. Donc vous vous êtes rendu compte que pour un plan qui est tout petit, la surface foliaire est quand même relativement grande. Sachant que je ne reviens pas sur les résultats puisqu'on les a vus en individuel et que d'un groupe à l'autre, les résultats n'étaient pas tout à fait les mêmes. Vous avez également pu observer sur le poste 3 la structure de la feuille, la structure profonde de ce qu'on appelle le limbe de la feuille. Donc vous avez observé tout ça au microscope et vous avez vu donc quelles sont les cellules, comment s'organisent les cellules entre la face supérieure de la feuille et la face inférieure. Donc la face supérieure est constituée de ce qu'on appelle un épiderme supérieur, la face inférieure d'un épiderme inférieur qui est entrecoupé justement par les structures dont on a parlé, ici les orifices évoqués tout à l'heure, qui permettent l'entrée ou la sortie de certaines molécules, que sont les stomates. Alors, si on reprend depuis la partie supérieure, donc la partie supérieure, c'est celle qui est exposée à la lumière. Donc, l'épiderme supérieur, en général recouvert d'une petite cuticule, et c'est par cet épiderme supérieur que la feuille va pouvoir capter la lumière, donc qui lui vient des rayons du soleil.
À l'intérieur de toute la structure profonde de la feuille, on va avoir différents types de cellules qui sont organisées de telle sorte qu'elles vont permettre justement d'assurer les fonctions qui doivent être assurées par ces différentes couches de cellules. Alors, la première couche de cellules, c'est ce qu'on appelle le parenchyme palissadique. Alors, palissadique parce qu'en fait, les cellules ont une forme et une association qui ressemble justement, qui fait penser un petit peu à une palissade. Donc, les cellules sont très allongées. Elles contiennent des organites verts qu'on appelle des chloroplastes qui sont représentés par les petits points noirs ici. Et ces chloroplastes, vous le savez depuis que vous avez passé la classe de seconde, et même pour ceux qui sont en SPEF, vous l'avez peut-être vu dans la partie métabolisme, les chloroplastes, ce sont les organites qui assurent la photosynthèse. Donc photosynthèse, c'est le terme qu'on souhaitait retrouver ici. La photosynthèse, donc c'est un mécanisme qui permet aux plantes chlorophylliennes, qui possèdent des chloroplastes, de fabriquer leur propre matière organique en utilisant l'énergie lumineuse qui vient du Soleil, mais également en utilisant l'eau et le CO2 qui vient de l'atmosphère. Donc, les chloroplastes qui sont à l'intérieur de ces cellules, en fait, exercent ce qu'on appelle un mouvement de cyclose, c'est-à-dire qu'ils tournent dans la cellule, et donc, à tour de rôle, entre guillemets, ils vont pouvoir venir près de l'épiderme supérieur pour capter l'énergie lumineuse, et puis donc chacun de ces chloroplastes va pouvoir avoir l'énergie qu'il lui faut pour assurer la photosynthèse. En dessous, on trouve d'autres cellules qui n'ont pas la même forme et qui s'organisent un petit peu différemment en permettant ici d'avoir des espaces creux, des sortes de lacunes. Donc on appelle cette partie-là le parenchyme lacuneux. Et c'est dans ces espaces que, après que le CO2 soit rentré par les stomates, va se faire justement la circulation du CO2 qui va pouvoir aller dans les chloroplastes pour permettre la photosynthèse. Donc si on résume, les feuilles permettent une grande surface d'échange. Donc elles sont également plates pour assurer une bonne réception des rayons lumineux et leur organisation interne va faire qu'elles sont vraiment adaptées à leur fonctionnement, c'est-à-dire tout est fait pour que la photosynthèse se passe au mieux avec l'arrivée donc de la lumière sur le dessus et l'arrivée des gaz par les stomates qui se trouvent plutôt sur les faces inférieures. Donc ici, on a vraiment une vision globale de toutes les fonctions de chaque partie en fait de la plante. Alors, si je prends d'autres exemples, là on a traité juste l'exemple observé en travaux pratiques, je vous donne quelques autres exemples pour que vous vous rendiez compte que la surface foliaire, c'est vraiment quelque chose de très important. Premier exemple, imaginons un hêtre, donc un arbre qui a 110 ans, vous connaissez les hêtres, il y en a beaucoup dans nos forêts vosgiennes. Ce hêtre pourrait couvrir au sol une superficie avec ses racines d'à peu près 150 mètres carrés, et il aurait, si on associait toutes ses feuilles, une surface de l'ensemble de ces feuilles de 1200 mètres carrés. Donc c'est quand même une surface énorme. Et chacun des hêtres d'une forêt a une surface foliaire qui est à peu près approximativement dans ces valeurs. Donc vous vous rendez compte à quel point les feuilles permettent de capter les rayons lumineux. Un autre exemple, par exemple un jeune châtaignier qui mesurait à peu près 8 mètres de haut aurait quant à lui une surface foliaire de 340 mètres carrés. Troisième exemple que vous pouvez également noter, un épicéa qui mesurerait 12 mètres aurait une surface foliaire de 530 mètres carrés. Donc ce qu'il faut bien, voilà, il faut que ce qui vous marque, en fait, ce soit vraiment cette surface foliaire très importante et qui va permettre donc de capter les rayons lumineux pour permettre la photosynthèse. Alors là, on parlait des feuilles. Il faut savoir qu'au niveau des racines, on a la même chose puisque les poils absorbants qu'on a évoqués juste au-dessus vont permettre d'avoir le même rôle, c'est-à-dire de permettre des échanges avec le sol sur une surface très importante. Alors, les racines, si on reprend ce que vous avez observé, donc sur une racine, on a à un certain endroit beaucoup de poils absorbants. Ces poils absorbants offrent une surface d'échange encore plus importante, une grande surface de contact avec le sol. Alors, en fonction des plantes, le nombre de poils absorbants n'est bien sûr pas le même, sachant que les plantes s'adaptent également à leur environnement. On va voir ça juste après. Mais globalement, ce qu'on peut dire des poils absorbants. Donc, ils se situent sur l'épiderme de la racine. Et en fait, si on regarde bien au microscope, on se rend compte qu'un poil absorbant, en fait, c'est une cellule qui s'est modifiée, qui a grandi pour s'adapter justement à sa fonction de captation, entre guillemets, de l'eau et des sels minéraux. Donc, je vous ai donné quelques chiffres ici. Donc, ce sont des cellules très fines, 13,5 micromètres de diamètre en moyenne, et elles ont une longueur de un demi-millimètre à un petit peu plus d'1 millimètre en général. Alors, je vous donne un exemple. Un plant de seigle, donc
sur une quiétude céréale, aurait environ, sur ses racines, en totalité, 14 milliards de poils absorbants, ce qui lui permettrait d'exercer un contact avec le sol de 260 mètres carrés. Donc imaginez un petit pied de sel, c'est quand même pas énorme, et il y aurait quand même une couverture, entre guillemets, de la surface au sol de 260 mètres carrés, qui équivaut, grosso modo, à un terrain de tennis. Donc vous vous rendez compte que là aussi, comme au niveau des feuilles, au niveau des racines, la surface de contact avec le sol et la surface d'échange va être vraiment très importante. Alors, quelques adaptations pour vous montrer que selon l'espèce, on n'a pas le même type de racines et que les poils ne vont pas non plus être en même nombre. Vous avez ici deux exemples. On a pris deux exemples de fleurs que vous avez en photo. L'armérie des sables qui pousse sur un sol plutôt sablonneux et l'orpin âcre qui, lui, pousse sur plutôt des vieux murs, des roches en fait. Donc le substrat sur lequel s'accrochent ces deux plantes n'est pas du tout le même. Ici, on a plutôt du sable et là, on a plutôt de la roche. Donc ces deux plantes ne vont pas recevoir l'eau de la même façon. Et on va regarder l'aspect de leurs racines. Alors, l'armérie qui, elle, pousse sur le sable, a développé en fait un système racinaire très profond. Donc, certaines racines atteignent pratiquement 1 mètre en profondeur, mais elles s'étalent peu en fait à la verticale. Donc, la plante va vraiment aller capter l'eau dans le sable, l'eau qui s'est enfouie dans le sable et qui se trouve très au fond. Donc, ces racines sont adaptées pour aller chercher l'eau au plus profond. L'orpin âcre, en revanche, lui, a des racines qui sont très peu développées en profondeur, ça fait à peine une dizaine de centimètres. En revanche, elles se développent de façon plutôt latérale, elles se développent à la verticale. Donc, vous voyez ici, si on le voit en plan, on a les racines très peu profondes, mais qui se développent dans toutes les directions de l'espace. Donc ici, tout est fait pour que le système racinaire s'adapte pour augmenter sa surface d'absorption à l'endroit où l'eau et les sels minéraux vont se trouver. Donc là, on a deux exemples de plantes qui adaptent leur système racinaire au substrat sur lequel pousse la plante. Donc tout est mis en œuvre pour que l'eau puisse être puisée là où elle se trouve, l'eau et les sels minéraux. Alors, autre exemple, avec une autre plante dont on parlera un petit peu plus tard quand on fera la génétique des plantes. Il s'agit de l'arabette des dames. L'arabette des dames, vous la verrez en photo un petit peu plus tard, en fait c'est une petite plante qui est l'équivalent plus ou moins de la drosophile dans le monde animal puisqu'elle a été très étudiée pour tout ce qui concerne les connaissances sur la génétique des plantes. Alors ici, nous avons simplement deux photographies prises au microscope de racines d'arabette qui ont été placées dans deux milieux différents. Le premier milieu ici, on a placé la plante dans un milieu tout à fait convenable à sa nutrition, à son évolution, donc un milieu qui n'est pas carencé, qui contient tous les éléments minéraux utiles. Et à droite, ici, on a placé cette même plante, cette même espèce, dans un milieu carencé en fer et en phosphore. Donc le fer et le phosphore étant des éléments minéraux qui sont indispensables à la croissance de la plante. Donc on remarque que sur les deux racines principales, il n'y a pas du tout le même nombre de poils absorbants qui ont été développés. Plus le milieu est carencé, plus la plante va développer un nombre de poils absorbants important pour maximiser en fait ses chances d'aller puiser dans le milieu l'eau et les minéraux qui lui feraient défaut. Donc elle développe de plus en plus de poils pour pouvoir aller plus loin, pour puiser ces éléments minéraux et cette eau. Autre exemple dans le même style, on a ici deux pieds également d'arabette placés dans deux milieux de culture différents. Ici on a un milieu qui a été enrichi en azote, donc l'azote étant également un des éléments nutritifs indispensables à la plante. Et à droite, on a un milieu qui a été, lui, carencé en azote. Donc vous remarquez que les racines se développent beaucoup plus et plus loin quand le milieu manque d'éléments minéraux. Donc ces deux exemples montrent que, en fait, là encore, la plante adapte son système racinaire et qu'elle fait en sorte de développer plus ou moins ses racines pour justement faire varier sa surface d'échange et sa surface d'absorption avec le sol, selon les conditions, la richesse du sol en éléments nutritifs. Je vous propose de voir la suite dans une prochaine vidéo.